Nous sommes prêts à commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée consacrée à Corrado Gex. Ce rendez-vous a été organisé par le Conseil de la Vallée et la région pour le cycle sur les traces de l'histoire. Je salue et je remercie le président du Conseil, Stefano Aggravi, et l'assesseur régional à l'éducation et à la culture et aux politiques identitaires, Eric Laveva, pour être ici avec nous. Corrado Gex, une figure qui sans doute a marqué la vie politique des années 60, mais ce soir j'aimerais le rappeler comme un homme qui aimait regarder la vie, le monde et surtout sa chère vallée d'Aoste d'en haut. Pas seulement depuis son avion, vous le savez, il était un pilote passionné, mais aussi dans la vie de tous les jours, avec son regard visionnaire, capable d'embrasser tout un territoire, de le regarder d'en haut et pour mieux le comprendre et même pour le projeter dans l'avenir. Prendre de la hauteur, je crois, pour Corrado Gex, ce n'était pas s'éloigner, c'était voir plus clair, plus loin. 60 ans après sa disparition, c'est ce regard que ce soir nous proposons de rechercher avec le documentaire que nous vous proposons. Il s'intitule Corrado Gex, il vit clair, il vit loin. Il a été réalisé en 2007 par Joseph Péaquin à l'initiative de l'assessorat à l'éducation et à la culture, alors dirigé par Laurent Vierain, qui est avec nous ce soir. La projection sera suivie d'un entretien avec le réalisateur Joseph Péaquin et avec Joseph César Perrin, ancien conseiller régional et ami de Gex. Il y aura aussi un témoignage vidéo de Silvana Presa, co-autrice de ce livre, Corrado Gex, il vit clair, il vit loin, que vous trouvez même à l'entrée de la salle et qui vous est offert ce soir. Et avant de procéder, je donne maintenant la parole à l'assesseur Eric Laveva. Merci Martina, merci à vous tous, vous toutes pour être là ce soir. Je vous donne la bienvenue, une chaleureuse bienvenue. Je crois que ce souvenir de Corrado Gex, 60 ans après sa disparition, dans cette salle qui est dédiée à Marie d'Avellino, on a rappelé il y a quelques jours son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance, c'est pour moi de quelque façon quelque chose de émouvant parce que ce sont deux personnalités dont les parcours politiques se sont croisés, tous deux appelés à exercer les fonctions que j'ai aujourd'hui l'honneur d'occuper et qui ont laissé un héritage précieux à la vallée d'Aoste et à ses habitants. Corrado Gex est une figure entrée dans la légende de quelque façon, comme cela arrive souvent lorsqu'une personnalité charismatique disparaît dans des circonstances tragiques. Des circonstances qui, au fil du temps, ont aussi donné lieu à des reconstructions fantasistes, instrumentalisées même, mais qui ne doivent pas faire oublier l'essentiel, sa vision, son engagement, son extraordinaire capacité à lire le présent et à imaginer l'avenir. Au cours de sa vie, malheureusement trop brève, Gex a été un homme politique doté d'une grande intelligence et d'une sensibilité rare. Il savait saisir les besoins de son territoire et de sa population, qu'il aimait profondément. Déjà jeune lycéen à Aoste, il écrivait dans le journal du mouvement, exprimant une vision ouverte et progressiste. Pour lui, était valdôtain quiconque vivait et aimait cette terre, et pas seulement ceux qui étaient nés. C'est toutefois surtout dans ses fonctions d'assesseur à l'instruction, puis de député, qu'il a laissé les traces les plus profondes. Des traces qui, plus de 60 ans après, restent parfaitement lisibles et constituent une référence pour ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité d'administrer cette région. Sa pensée s'inscrivait dans une vision profondément fédéraliste, nourrie notamment par son lien avec l'abbé Joseph Bréant et accompagnée d'une ouverture européenne remarquable, d'une modernité étonnante pour son époque. Si l'on replace véritablement Corrado Gex dans le contexte historique dans lequel il a agi, on ne peut qu'être frappé par sa clairvoyance. Je souhaiterais rappeler de manière plus générale quelques axes forts de son engagement dans le domaine de l'instruction, des axes qui, encore aujourd'hui, demeurent au cœur de nos réflexions et de nos priorités.
Coradogex a d'abord porté avec conviction la défense de la francophonie et du bilinguisme intégral, mais il l'a fait en impliquant directement les enseignants. Conscient que l'on ne peut transmettre l'amour d'une langue ou d'une culture que si l'on est soi-même le premier à les faire vivre. Une question qui reste aujourd'hui encore d'une actualité évidente. Il a également accordé une grande attention au renouvellement pédagogique, avec des intuitions particulièrement innovantes pour son époque. Sa volonté était celle de construire une école plus moderne, plus inclusive, capable de dialoguer avec un monde en profonde mutation et avec le monde du travail notamment. Cette vision s'est traduite concrètement par la création de la première école professionnelle publique en Vallée d'Aoste, qui porte encore aujourd'hui son nom, mais aussi par son engagement en tant que député en faveur de l'institution de l'école maternelle, devenue réalité législative quelques années après sa disparition. À cela s'ajoutent de nombreuses attractions, des manuels scolaires aux cantines, de l'inclusion des élèves en situation de handicap à la réforme de l'école moyenne. Autant de thèmes qui sont loin d'appartenir au passé. Mais au-delà du grand réformateur, il y a aussi l'homme. Et il vaut la peine de le rappeler à travers un geste simple mais significatif. L'envoi de livres et de vêtements aux jeunes engagés dans les alpages, nos petits cheats, pour faire sentir concrètement la présence des institutions même dans les lieux les plus isolés et dans le dur travail d'alpage. Un signe d'attention, de proximité, d'humanité authentique. Coradogex fut également un grand innovateur dans la vie de son, de notre mouvement qui était jeune à l'époque, où il se battit pour que la voix des plus jeunes puisse émerger et surtout être écoutée et prise en considération. Un combat jamais facile, mais qu'il mena avec détermination et réussissant pleinement. Qui sait si la maxime latine « promoveatur ut amoveatur » ne peut pas nous offrir une clé de lecture pour comprendre pourquoi son expérience comme assesseur n'a duré que quelques années. Certainement pas par manque de capacité, bien au contraire, il en avait probablement plus que quiconque. Pour conclure, j'ai la chance de partager avec Corrado une passion profonde, le vol. Vu d'en haut, comme disait Martine, nos montagnes se révèlent dans toute leur essence. Les frontières s'étompent, les détails laissent place à l'ensemble, et ce qui apparaît, c'est l'harmonie d'un territoire unique, fragile et extraordinaire. C'est un regard qui apprend à comprendre, à respecter, à protéger. Je crois que Coradogex, lui aussi, en regardant la vallée d'Aoste depuis le ciel, voyait cela, non seulement un paysage, mais une communauté, non seulement des montagnes, mais des personnes, des langues, des cultures à préserver et à faire grandir. Son engagement politique, sa vision européenne, son attention à l'école et à la jeunesse naissent précisément de là, d'un amour authentique pour cette terre. Et alors, la meilleure manière de lui rendre hommage n'est pas seulement de célébrer ce qu'il a accompli, mais de continuer à regarder la vallée avec ce même regard, large, libre et responsable. Un regard capable d'aller au-delà, comme le regard de celui qui vole. Merci. Merci à l'assesseur Laveva. La parole au président du Conseil, Stefano Aggravi. Chères autorités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée consacrée à un Valdôtain qui appartient, sans aucun doute, à l'histoire profonde de notre vallée. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont rendu possible ce moment de rencontre, de mémoire, de réflexion, ainsi que celles et ceux qui ont accepté d'y apporter leur témoignage, leurs compétences et leur sensibilité. Ce souvenir de Coradogex ne signifie pas seulement évoquer une personnalité importante de notre vie publique. Cela signifie aussi plus profondément s'interroger sur ce que certaines personnalités continuent à transmettre au-delà de leur temps, au-delà même des circonstances de leur vie et de leur disparition. Permettez-moi à cet égard de dire qu'il existe, me semble-t-il, deux plans temporels à travers lesquels nous pouvons regarder la figure de Coradogex. Le premier est un plan historique, chronologique, factuel. C'est le temps des événements, des responsabilités publiques, des choix politiques, mais aussi, inévitablement, le temps lié au drame de sa disparition. Un événement tragique qui a marqué profondément la vallée d'Aoste et qui demeure encore aujourd'hui objet d'attention, de questionnement et de recherche. Sur ce plan, il appartient aux enquêtes passées, à l'enquête présente, ainsi qu'au travail des historiens et des chercheurs,
d'essayer de faire toute la lumière possible. Et nous ne pouvons qu'espérer que, avec sérieux, rigueur et honnêteté intellectuelle, tout ce qui peut être encore clarifié le soit. Mais il existe aussi un second plan, qui est, à mon avis, le plus important pour nous ce soir, un plan sans temps. C'est celui des idées, des écrits, des intuitions, des actes concrets qu'une personnalité publique laisse derrière elle. C'est la dimension dans laquelle une vie ne se réduit plus à sa fin, mais continue à parler à travers l'héritage qu'elle nous a laissé. Et c'est précisément dans cette dimension que Corrado Gex continue d'interroger et d'inspirer notre communauté. Le documentaire que nous allons découvrir rappelle avec justesse combien Corrado Gex a agi avec force et cohérence pour l'épanouissement de la vallée d'Aoste et de la communauté valdôtaine en consacrant toutes ses forces et toute son énergie à ses idéaux. C'est là, au fond, la trace la plus profonde que laisse un homme public. Non seulement ce qu'il a été dans son temps, mais ce qu'il continue à représenter au-delà de celui-ci. Son engagement politique et administratif, sa vision, sa modernité, sa capacité à penser la vallée d'Aoste non comme une réalité marginale et fermée, mais comme une terre consciente de sa spécificité et capable de dialoguer avec l'extérieur, constitue un héritage qui dépasse les appartenances contingentes. Oui, Corrado Gex a été, comme chacun d'entre nous, un homme de son temps, avec ses choix, ses idées, son positionnement. Mais permettez-moi de le dire avec simplicité et conviction, Corrado Gex dépasse les appartenances et les clivages. Il est avant tout un patrimoine commun de notre mémoire collective, de la grande histoire valdôtaine. Et lorsqu'un homme public entre ainsi dans le patrimoine commun, il nous oblige à un effort supplémentaire, non pas celui de la récupération partisane, mais celui de la compréhension, de l'étude et de la transmission. C'est aussi le sens de cette soirée, non pas une commémoration formelle, mais un moment utile pour regarder avec respect et profondeur une page importante de notre histoire. Une page qui nous parle encore aujourd'hui parce qu'elle touche à des thèmes essentiels. L'autonomie, la responsabilité publique, la vision politique, le rapport entre identité et ouverture, entre enracinement et avenir. Je souhaite donc que cette rencontre nous aide non seulement à mieux connaître Corrado Gex, mais aussi à mieux comprendre ce qu'une grande personnalité publique peut encore demander à une communauté. Mémoire, vérité et fidélité à ce qu'il y a de plus haut dans le service des institutions. Je vous remercie. Merci au président Agravi. Je vous invite à prendre la place dans le public. Nous allons maintenant découvrir le documentaire Corrado Gex, Il vit clair, il vit loin. Je demande aux techniciens de lancer la vidéo. Bonne projection. Corrado Gex fut un homme politique d'exception qui, en quelques années, de 1959 à 1966, œuvra avec force, rigueur et passion pour notre vallée d'Aoste. Ce documentaire est destiné à lui rendre hommage, car il est de notre devoir d'entretenir la mémoire pour tout ce qu'il a accompli, notamment pour l'école, pour la culture et pour le particularisme valdôtain, et de le transmettre aux jeunes générations. Souvenons-nous de la vie et de l'action de cet homme qui a tant fait pour l'épanouissement de la vallée d'Aoste et des Valdôtains et qui a dédié toutes ses forces et toute son énergie à ses idéaux. Corrado Gex vit clair et vit loin. Il avait l'esprit de victoire. Aujourd'hui, il est de notre devoir de le rappeler. Il est de notre devoir de rappeler l'un des fils les plus brillants de la vallée d'Aoste. Regard vif, perçant et visionnaire. Corrado Gex aura marqué son temps comme nul autre. Passionné d'aviation, il lègue son nom à l'aéroport d'Aoste. Mais c'est avant tout comme un homme politique hors norme et empreint de liberté qu'il doit être rappelé. Il aimait rire, il aimait trouver le côté amusant des choses. Il était très populaire, vraiment pour sa simplicité, sa spontanéité. Onesto, soprattutto onesto e sincero. L'enthousiasme, l'envie de connaître, l'envie d'essayer. Molto aperto. E molto sensibile.
Corrado-Gex naît le 12 avril 1932 dans le petit village de Leverogne, de Lucien Gex, secrétaire communal, et Anita Coco, institutrice. À l'âge de 15 ans, Gex quitte son village natal pour s'installer à Ust, où il fréquente le lycée classique. Il passe une enfance heureuse et insouciante, choyé par l'amour de ses parents. Des parents très, très attentifs, très affectionnés. Même à certains points de vue, Corrado pouvait être un peu un enfant gâté. Surtout par sa mère, qui l'aimait énormément. Après le lycée, Corrado entreprend des études de droit à la faculté de Turin, où il obtient sa licence. À la même époque, il s'approche du cercle de culture fondé par le chanoine Joseph Bréant. Il s'initie ainsi aux valeurs autonomistes et fédéralistes. Bréant captait un peu, s'intéressait aux jeunes valdôtains. Nous avons commencé comme cela, nous nous sommes inscrits à 18 ans à l'Union valdôtaine. C'était une passion politique qui était en train de se communiquer à cette jeunesse. Bréant comprend vite que Corrado est honnête et intelligent. Il l'encourage alors à s'ouvrir au monde et lui offre un séjour à Paris. Mon cher chanoine, je suis à Paris, logé à la cité universitaire 45 boulevard Jourdain. À la cité, j'ai fait la connaissance de jeunes gens qui étudient à Paris pendant toute l'année. Ils sont en général pour une union fédéraliste européenne et anticommuniste, mais ils n'ont pas cependant des idées très claires. Il s'agit, à ce qu'il me paraît, plus d'une forme de réaction que de conviction politique. J'ai parlé déjà plusieurs fois de la vallée d'Aoste. Et d'abord, je préfère dire que je suis valdôtain qu'italien. Et j'ajoute bien vite que la vallée d'Aoste est autonome. J'ai connu aussi des Indochinois et des Américains. Ça fait 5 jours seulement que je suis ici, mais j'ai fait très vite faire des connaissances. Je vous assure que je suis très content et enthousiaste de ce séjour qui me permet d'augmenter mon expérience de la vie et d'apporter une nouvelle contribution à ma culture. Monsieur le chanoine, je vous remercie encore de tout mon cœur de m'avoir fait venir ici et veuillez communiquer mes sentiments de sincère gratitude aussi à monsieur le sénateur, à qui j'écrirai une carte bientôt. Saluez de ma part Andréone que vous verrez certainement et qui encore certainement sera sans cigarette. Salut à tout le cercle. Votre très dévoué Corrado-Gex. Il Bréant, quando si riuniva, parlava spesso dei contatti che la Valle d'Aosta doveva avere con l'esterno, perché sarebbe servito sia a migliorare le conoscenze dei valdostani e anche creare le condizioni per avere dei rapporti futuri che fossero utili alla comunità. Après l'expérience parisienne, Corrado se fait rapidement remarquer par une série d'articles parus ces années-là sur le peuple valdôtain. Son style est direct, précis et percutant. Le 30 juillet 1955, il met en avant ses idées régionalistes et fédéralistes sur les colonnes du journal. Il écrit « Il y a 10 ans à peu près, un groupe de jeunes gens formait en Vallée d'Aoste un mouvement régionaliste qui prenait le nom de Jeunesse de l'Union valdôtaine. On peut dire que pendant cette dizaine d'années, le mouvement n'a pas eu un grand développement. » Et il ajoute « Il n'était en effet pas simple du tout de faire entrer des idées régionalistes et fédéralistes dans la tête d'individus qui s'étaient formés dans un régime de dictature âprement nationaliste et centralisatrice, telle que la dictature fasciste. Aujourd'hui, les choses vont mieux. L'expérience autonomiste a donné de très bons résultats. Corrado-Gex, je crois, il avait lu les écrits de Chanou qui l'ont influencé sur sa formation fédéraliste surtout. Quelques mois plus tard, par le biais d'une anecdote qu'il intitule « Le paysan et l'autorité », il met l'accent sur l'importance en Vallée d'Aoste d'un véritable système démocratique où le peuple est au centre de la vie publique. J'étais, il y a quelques jours, devant la porte centrale du palais du Conseil de la Vallée. Un campagnard d'une trentaine d'années me demanda si je savais où se trouvait un certain bureau. Il écouta mes indications, me remercia et entra. Après quelques minutes, je le vis reparaître. Il s'excusa de n'avoir pas bien compris et il me demanda de nouveaux renseignements car il avait peur de se tromper de bureau et de déranger quelques autorités.
nous voulons rappeler que les autorités sont au service du public, qu'elles sont payées pour cela et que pour cela, elles se font élire. Dans un système démocratique, la vraie autorité est le peuple même, les soi-disant autorités n'étant que des mandataires. Par conséquent, le peuple, selon les règles universelles du mandat, a le droit d'être servi. Avec les gens les plus humbles, il savait justement s'ouvrir, ouvrir son cœur, et il considérait les autres à sa portée, disons, comme lui-même. D'ailleurs, lui était issu de familles campagnardes. Il était lié à la terre, aux gens de l'endroit. Et pour cela, pour cette simplicité, vraiment, il réussissait très bien dans presque tout ce qu'il entreprenait. En 1954, il y a eu les élections régionales, avec le système majoritaire, comme en 1949, les premières élections. Le système électoral régional était majoritaire. À ce moment-là, l'Union valdôtaine s'est présentée seule. Ils ont beaucoup discuté s'il fallait faire des accords avec les autres partis. La majorité des adhérents ont soutenu seuls. Ils se sont présentés aux élections régionales seuls. Ils ont eu 16 000 voix et ils n'ont eu qu'un représentant. Et de là, évidemment, le scandale. Il n'y avait pas une représentativité proportionnelle en rapport à la force qui représentait l'Union valdôtaine. La loi électorale nous a imposé une alliance pour arriver à être les plus forts grâce à l'appui des gauches. Et comme cela est né la junte du Lion. Ainsi, en 1959, Corradojec est élu conseiller régional au sein de la coalition du Lion, qui regroupe Union valdôtaine, Parti socialiste et Parti communiste. Il est ensuite nommé assesseur à l'instruction publique. Il est alors âgé de 27 ans. C'est le plus jeune assesseur que n'ait jamais connu la vallée d'Aoste. Il s'engage avec un enthousiasme à toute épreuve, avec la ferme volonté de rénover en profondeur l'école valdôtaine. Mi ricordo la grande operazione dei libri gratuiti a tutte le scuole. Questo in quel momento in cui sì, c'era l'Italia che volava alto, ma secondo me molta gente non aveva neanche i soldi per comprare i libri, per cui questo dono è stato riconosciuto, ma lo si riconosce ancora adesso, è stato straordinario, la possibilità di una cultura non costosa a tutti, ma soprattutto nelle montagne, perché a Ossa già era più, insomma c'era la cogna, c'era già gente che aveva del denaro, nelle montagne c'era poca roba, ecco insomma, per cui questo è stato straordinario. Il Corriere della Sera, qui était un journal qui certainement n'aimait pas les régions autonomes, et notamment n'aimait pas la vallée d'Aoste. Eh bien, le Corriere della Sera a reconnu cette action de la junte et du conseil régional proposée par Corradojec d'attribuer gratuitement les livres aux élèves par un article qui è intitolé In Valle d'Aosta non esistono più i Geppetto che devono vendere la giacca per comprare l'abecedario ai loro figli. Gex mirava progressivamente ad abolire queste scuole uniche in montagna dove c'era un insegnante uno e concentrare gli alunni nel capoluogo in modo che fossero non so, anziché un insegnante solo ci fossero 2, 3, 4, 5 insegnanti. Après, il s'est occupé aussi de l'école moderne, du changement des méthodes d'enseignement. Il avait connu Célestin Fresnel, le grand pédagogue. Et là, c'est l'influence de Jean Pezzoli qui était son aide pédagogique. Il faut rappeler l'institution de l'Institut professionnel régional. Il titolo di professionale dava diritto a iscrizione all'università, per il servizio militare. C'erano tanti vantaggi per quelli statali. Allora qui si è messo la formula istituto professionale regionale equiparato agli istituti professionali statali. Gex a très vite compris que pour pouvoir progresser, il fallait être le plus possible autonome. Autonome dans les programmes,
autonome dans l'état juridique des enseignants. Gex trovò l'opposizione accanita da parte dei sindacati, della CILS, dello SNALS, che noi vogliamo rimanere statali e non vogliamo saperne di diventare alle dipendenze della regione. E magari nel corpo insegnanti, specialmente le insegnanti un po' anziane, non lo capivano, lo trovavano troppo giovane, non lo capivano. Pour autant, Gex ne s'arrête pas face à ses premières difficultés et poursuit son activité par des actions concrètes comme l'aide aux petits bergers. À l'époque, dans les alpages et dans les Mayens du Val d'Ost, les petits bergers passaient tout l'été en travaillant. Eh bien, Corrado Gex a choisi et a chargé un groupe d'instituteurs d'apporter à ces petits-enfants un colis au nom de l'administration régionale. Ce colis contenait un livre de lecture, mais surtout des vêtements. Corrado Gex va également œuvrer pour le développement et le rayonnement de la langue française en Vallée d'Ost. Il est entré en contact avec l'Union culturelle française, qui était d'inspiration canadienne et dont les finalités étaient précisément de regrouper les gens ayant en partage le français. Oggi il francese vive poco, all'epoca lui voleva far vivere il francese come un valore aggiunto. En fédéraliste convaincu qu'il était, Corrado Gex s'était attelé à une tâche particulièrement importante, la création en Vallée d'Ost, la mise en place, dirais-je, en Vallée d'Ost, d'un collège universitaire d'études fédéralistes. Et ceci, justement, dans un esprit régionaliste et fédéraliste. Le principe du collège universitaire, c'était que pendant l'été, celle qu'on appelait en France des universités d'été, etc., il y avait cet enseignement spécifique de ceux qu'on avait appelés les non-conformistes des années 30, quand ils avaient quand même lancé l'idée d'une différente aussi organisation de la société. C'est également une ouverture sur le monde, car Corrado Gex était très attaché au Val d'Ost, à son pays, c'est vrai, mais il avait aussi un esprit extrêmement large et il voulait que le Val d'Ost s'ouvre vers les autres pays francophones. Pour le Val d'Ost, ce choix a été une renommée très importante, parce qu'en Vallée d'Ost sont venus des centaines et des centaines d'étudiants de tous les côtés du monde, dirais-je, surtout des pays francophones, mais non seulement des étudiants. Les meilleurs professeurs des universités, je pense à Guillerot, de l'université de Pau, je pense à Claude Nigoul, de l'université de Nice, je pense à Ferdinand Kinski, et notamment à Alessandro Marc. Il y a des ministres qui ont fréquenté le collège fédéraliste, il y a des sous-secrétaires d'État, il y a de hauts fonctionnaires de l'Union européenne qui se sont formés dans ce collège. En décembre 1962, il démissionne de ses fonctions d'assesseur à l'instruction publique afin de se porter candidat à la députation. Le 29 avril 1963, il est élu député de la Vallée d'Ost sur la liste de l'Union valdôtaine. Da Aosta, dove è nato il 12 aprile 1932, è giunto a Montecitorio Corrado Gex, eletto deputato il 28 aprile per la lista dell'Unione Valdostana, di cui è l'unico rappresentante alla Camera. 3 mois après son élection, en juillet 1963, l'honorevole Corrado Gex doit voter la confiance au gouvernement d'Aldo Moro. Il s'abstient et adopte une position neutre, d'attente, car il se méfie de ce gouvernement centraliste, peu enclin à reconnaître les particularismes régionaux. En 1962, il y a eu la grande discussion des problèmes des énergies électriques.
Et ça a été alors qu'est passée la loi que toute l'énergie était de l'État. Et là, nous a sacrifié durement notre compétence sur le problème des eaux. À ce propos, Corrado Gex intervient au Parlement le 23 avril 1964 avec un discours intitulé Chiare, fresche e amare acque. Il rappelle de façon virulente que la région autonome de la vallée d'Aoste a pleine compétence en ce qui concerne la propriété des eaux et que la loi étatique de 1962 viole ses droits fondamentaux. Mais malheureusement, la loi est passée parce que c'était la condition à cette époque de l'accord dans le domaine national entre socialistes et démocratie chrétienne. Soulignons que durant son mandat de député, Corrado Gex intervient au Parlement à 5 autres reprises, notamment sur le sujet du vol en montagne. À Rome, la RAI décide alors de consacrer un reportage exclusif au député Corrado Gex e all'aviazione de montagne en Valle d'Aoste. Un parlamentare in moviola è una cosa insolita. L'onorevole Corrado Gex è qui con noi per commentare dal vivo le immagini di un film che lo riguarda. Il velivolo decolla verso la base del ghiacciaio del Ruitor nell'Alta Valle d'Aosta, dove durante una gita di sci alpinistico un giovane si è infortunato. Se dovessimo raggiungere il ferito e portarlo a valle a piedi o con gli sci occorrerebbero molte ore ancora e molta fatica. L'aereo invece scavalca con facilità montagne impervie, valli, ghiacciai, seracchi e giunge veloce là dove gli alpinisti attendono, piccolo gruppo indifeso nella vastità della forte natura. Con gesti cauti il ferito viene sollevato ed adagiato nel vano posteriore della carlinga trasformato a lettino. Ecco la torre dell'aeroporto di Aosta. Cerco di atterrare con la massima cautela per evitare al ferito ogni più piccola scossa. Tra pochi minuti l'infortunato sarà nell'ospedale di Aosta in mani esperte e più tardi racconterà agli amici la sua avventura. Auguriamoci che molti giovani vogliano diventare dei piloti di soccorso alpino. E quali doti debbono possedere? Beh, debbono essere dei piloti di volamotore, di volavela, e dei buoni piloti, ma soprattutto degli ottimi montanari, perché devono conoscere molto bene la meteorologia alpina, le condizioni della neve e la montagna con tutti i suoi problemi e le sue particolarità, saper ridiscendere eventualmente in sci se per caso l'aeroplano dovesse rimanere fermo sul ghiacciaio. L'aereo sul quale stiamo viaggiando è condotto da Corrado Gex, l'unico pilota in Italia attualmente autorizzato a compiere atterraggi in montagna, quindi di svolgere una importante attività di soccorso e turistica. Da qualche tempo, infatti, si sta diffondendo nel nostro paese una nuova forma di turismo, raggiungere in aereo ghiacciai posti a quota fra i 3.000 e i 4.000 metri per poi tornare a valle in sci. Eccoci ora che stiamo atterrando sul ghiacciaio del Ruitor, uno dei più celebrati della Valle d'Aosta, dove abbiamo incontrato anche un architetto di Parigi. Ho girato molto in questa parte delle Alpi e credo che l'aviazione d'alta montagna servirà a incrementare il turismo. Per Corrado Gex il volo in montagna rappresentava uno sviluppo enorme per la Valle d'Aosta nel campo del turismo. In quell'epoca, negli anni 60, la Svizzera aveva Hermann Geiger che faceva già questi servizi in montagna e tutta Europa parlava di Sion, parlava della Svizzera, parlava del vallese. In Francia la stessa cosa succedeva in Savoia con Michel Ziegler, dove aveva costruito parecchi altiporti, e quindi lui aveva intravisto che anche in Italia, visto che nessuno aveva preso questa iniziativa, se la Valle d'Aosta avesse potuto fare questa attività in montagna, sicuramente avrebbe portato la Valle d'Aosta all'apice del turismo per tutta Europa. Anche perché, come diceva lui, mentre i francesi avevano solamente il Monte Bianco, gli svizzeri potevano dire di avere una parte del Cervino, noi in Valle d'Aosta, diceva sempre, abbiamo il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino e anche il Gran Paradiso. Revenons à la politique. Le 3 août 1964, Corrado Gex est appelé à voter pour la 3e fois consécutive en l'espace d'un an la confiance au gouvernement Moore lors d'une séance intitulée Al banco di prova. Cette fois-ci encore, il s'abstient. Onorevole Gex dell'Unione Valdostana. A un governo d'attesa non può che corrispondere una posizione d'attesa, cioè l'astensione.
Anche a questo governo noi chiediamo la soluzione di alcuni problemi essenziali per la nostra regione. La creazione del punto franco, la viabilità, l'organizzazione scolastica. Occorre che lo Stato abbia più fiducia nelle regioni che possono conciliare e fondere l'interesse particolare e quello generale. Mais alors qu'il est en train de prononcer son discours, Aldo Moro en personne l'interrompt. Mi dica quando è stato chiesto un incontro senza ottenerlo. Gex, surpris par cette invitation, réplique. Io so che nelle precedenti legislature erano gli stessi presidenti del Consiglio che prendevano l'iniziativa. Comunque la ringrazio e prendo atto di questa sua buona volontà. Par la suite, les deux hommes se rencontreront. Quelques mois plus tard, Corrado Gex commence à s'éloigner de la ligne politique tracée par son parti pour se rapprocher des idées innovatrices d'Aldo Moro. Si Gex, lorsqu'il a eu ses interviews avec M. Moro, président du Conseil à cette époque, du Conseil national, du Conseil des ministres à cette époque, il y avait eu un accord. Évidemment, il y aurait eu un bouleversement aussi au niveau régional. Questo momento è stato un momento molto difficile per noi che lo seguivamo ed eravamo in molti. E il fatto che alcuni suoi colleghi, ma forse questa è politica, non capissero dove l'uomo doveva andare, probabilmente ci aveva messo un po' in difficoltà e ci aveva messo, secondo me, davanti ad una scelta molto difficile. Se capire che questi capivano o se capire che questi non capivano. Gex avait fait, je vous répète, en Paris. Il pouvait être lui qui avait raison. Nous avions effectivement des idées divergentes. Ça me venait à l'esprit, notamment de la part de ma mère, qui s'occupait de politique aussi, de certains différends, certaines dissensions avec Cavere surtout. Et à propos, je me souviens de quand il s'était agi del centro-sinistra. Je crois que les dirigeants de l'Union valdôtaine n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre le projet de changement proposé par Corrado Gex. Secondo me avrebbe abbandonato quel tipo di politica forse per riformarne un'altra più moderna, meno chiusa, più aperta a ciò che sono i grandi progetti, perché era troppo chiusa in quel momento, in una chiusura ermetica, senza sviluppo di modernità. Ecco, lui voleva la dignità del valdostano. E la dignità del valdostano lo si ottiene anche con una certa libertà di pensiero. Questo era la sua profonda voglia, un suo profondo pensiero. Credo che abbia lottato tutta la vita per la libertà di pensiero affinché la gente fosse se stessa e il valdostano fosse dignitoso. La joie d'être libre, de voir les choses d'en haut, de voir sa vallée d'en haut. Riuniti a Saint-Vincent i rappresentanti degli aeroporti ubicati intorno al Monte Bianco discutono i maggiori problemi relativi agli aeroclubs. L'occasione dell'incontro è fornita dal gemellaggio tra l'Aeroclub di Aosta e quello di Castellet sulla Costa Azzurra. Dopo il rituale scambio di pergamene, la consegna del premio al vincitore del primo giro aereo del Piemonte, il pilota Corrado Gex. À la suite de ce jumelage, Corrado Gex se rendra le 25 avril 1966 à l'aéroport du Castellet, dans le Var. De retour du Castellet, à bord de son Pilatus Porter, Gex est contraint de se poser à l'aéroport d'Albeng à cause du mauvais temps. Quelques heures s'écoulent, puis il reçoit un coup de téléphone. Il prend alors la décision de rentrer sur le champ à Ust, à bord de son avion, en bravant les conditions météorologiques exécrables. Peu de temps avant sa descente à l'aéroport de Castellet pour le jumelage, une assemblée générale de l'Union valdôtaine, assemblée générale qui avait été assez houleuse, où Gex avait été attaqué par certains dirigeants du mouvement à cause justement de sa position en faveur du gouvernement Moro.
Il devait se tenir à Ust, immédiatement après le 25 avril, une réunion importante à laquelle Gex ne voulait pas manquer. Et c'est peut-être cela qui l'a obligé à remonter à Ust. Vers 18h30, le Pilatus Porter, piloté par Corrado Gex, avec à son bord 7 personnes, se scratch sur les collines de Castelnuovo di Ceva, en Ligurie. Sur la stampa du 26 avril 1966, on peut lire en fin d'article. Va rilevato che quando l'onorevole Gex aveva acquistato l'apparecchio, una ventina di giorni fa, durante un volo di prova, improvvisamente sentì diffondersi nella cabina di pilotaggio odor di bruciato. Rientrò immediatamente sul campo di Aosta e l'apparecchio fu revisionato. Si riscontrò che una manichetta di alimentazione dell'olio aveva preso fuoco. En fin d'après-midi, l'édition de la Stampa Sera titre en première page. Un improvviso guasto al motore ha fatto precipitare l'aereo di Gex. Dalle prime testimonianze sembra tuttavia che la sciagura non sia da attribuire direttamente al maltempo. Parecchi abitanti di Castelnuovo, un paesino arroccato su un colle a 750 metri di altitudine, sono concordi nell'affermare che poco prima dell'incidente il velivolo era passato a bassa quota sulle case e gli alberi circostanti. Il motore scoppiettava irregolarmente e l'aereo sembrava in difficoltà. Le 28 avril 1966, sur la Gazzetta del Popolo, on lit. In particolare sono stati riscontrati una anormale torsione di una pala dell'elica, la mancanza di un bullone che non è stato ritrovato e l'irregolare posizione della base d'attacco della pala sul mozzo. Face à ces éléments, l'enquête conclut tout de même à un accident. 30 ans plus tard, en 1996, à l'occasion de la commémoration du trentenaire du décès de Corrado Gex, son confident intime, Don Nucci, relate des propos que lui aurait tenu Corrado 3 jours avant sa mort. J'ai la sensation qu'on me prépare de mauvaises choses. Il m'est déjà arrivé un drôle d'accident dernièrement, pendant une descente sur un glacier de Suisse. Et maintenant, je m'aperçois que quelqu'un me surveille continuellement, aussi bien à Ust qu'à Rome. J'ai très bien connu le prieur d'Arna, Nucci, et nous avons eu des discussions là-dessus. Il était convaincu de ce qu'il disait, mais à mon sens, c'était une affibulation. Pour donner une explication à quelque chose, les coïncidences, etc., tout cela s'était vérifié d'une façon telle qu'il semblait incroyable. Voilà. Et on a donné cette explication qui, à mon sens, ne tient pas debout. Certainement, parce que je lui ai parlé, j'aurais dû quand même aller au Castellet avec lui 3 ou 4 jours avant, certainement il était irrité par le fait que souvent on l'indiquait du doigt. C'est lui qui a fait ça. Donc il se sentait un peu suivi dans ce sens et il devait soutenir une polémique acariâtre, dure, continuelle. Donc il se sera confié à Nucci sur ce point. Et de là, il est facile de construire toute une théorie qui, à mon sens, je répète, ne tient pas debout. Le témoignage de l'abbé du chanoine Nucci est assez précis à l'égard du malaise que Corrado Gex sentait en ces jours-là. L'abbé Nucci a dit que la veille de sa descente, je crois le vendredi 23, Corrado Gex était passé chez lui en remontant de Rome et lui avait confié qu'il avait peur, qu'il craignait même de sa vie et qu'il se sentait suivi soit à Ust, soit à Rome par des personnages inconnus. Eh bien, de cela, j'en suis bon témoin. Parce que quelques jours auparavant, j'avais rencontré sur la place Émile Chanoux Corrado Gex, qui m'avait demandé de l'accompagner jusqu'à Arna chez le prieur Nucci. En me disant, je ne veux pas être seul parce que je me sens suivi, je me sens pedinato et je ne comprends pas ce qui se passe.
Et en effet, nous sommes partis sur sa voiture et immédiatement après, une voiture nous a suivis. Corrado Gex de temps en temps accélérait l'allure. La voiture était toujours derrière nous. Si ralentissait, l'autre voiture ralentissait. Arrivé à la hauteur du pont de Saint-Marcel, Corrado dit, bon, revenons pour voir s'il nous suit. Et cette voiture a continué de nous suivre jusqu'à Aoste. Ce qui, c'était, moi je n'ai jamais compris et évidemment lui non plus. Un bruit a parcouru en Vallée d'Aoste que ça a été la conséquence d'une grande tension à l'intérieur de l'Union valdostaine. Ce sont des bruits qui couraient à cette époque. Quelques semaines avant l'accident, Corrado Gex écrivait un article intitulé tout simplement « Pour la Vallée d'Aoste », qui restera inédit jusqu'en mars 1967, où il sera finalement publié par le journal Le Bourriquot. En page 2, on lit. In un clima di disordine e di poca chiarezza politica si inseriscono forze contrarie all'interesse della comunità. La cittadella rischia di cadere nelle mani di persone senza scrupoli che hanno di mira interessi estremamente particolari. Le istituzioni si corrompono o vengono minate. La nostra autonomia viene stracciata dai suoi veri nemici. Dum Rome consulitur, saguntum expugnatur. Per queste ragioni abbiamo sempre combattuto e combatteremo sempre le tendenze integraliste e totalitarie e ci possono essere anche a livello regionale. Per queste ragioni lotteremo sempre per una politica di comunità, per la Valle d'Aosta, pour la Vallée d'Aoste, contro chiunque usi la nostra bella bandiera per coprire il settarismo e la faziosità, l'ambizione del potere per il potere, l'odio verso i suoi simili, l'incapacità di cogliere il valore di tutti i valdostani, di mobilitarne e coordinare le forze per il benessere spirituale e materiale della nostra e delle future generazioni. Sono quei leader che sono pochi, sono rarissimi e quando si trovano queste persone evidentemente tutta la politica cambia, c'è poco da fare, può essere di qualsiasi colore, ma sicuramente sono uomini che fanno bene a un paese, fanno bene a una regione, fanno bene a una regione come la Valle d'Aosta. Il était aussi un poète. Je dirais avec une expression italienne, di multiforme ingegno. Toutes ces qualités, toutes ces belles qualités étaient résumées en lui. Et je crois que ces qualités, à la fin, l'ont perdu. Il n'a pas su calculer bien les risques. Il a vécu en vitesse. Dis dans mon cœur la douceur d'una giornata bien accomplie. Et puis, comme une faiblesse, le souvenir d'été qui est loin et chica de mélancolie. Sento fremiatito zen, la force et l'espoir de mes 30 ans. Mais ce pas tout d'un coup, tout en pensant
qui me manqueront demain à la fin de la veille. Qui me manqueront demain à la fin de la veille. Ce documentaire nous a plongé dans la vie de Corrado Gex, dans le contexte historique de ces années-là. C'est le moment d'en parler avec deux personnes qui, chacun à leur manière, ont croisé le parcours de Gex. Donc, j'invite à me rejoindre le réalisateur Joseph Péaquin et Joseph César Perrin. Bienvenue. Ma première question, c'est pour le réalisateur Péaquin. Ce documentaire mêle des images, des articles de l'époque, des témoignages de personnes qui ont connu Gex. Ma question est, en tant que réalisateur, quel a été le travail en coulisses et surtout les difficultés que vous avez rencontrées le long de ce parcours? Bien, je te remercie. Je remercie bien sûr, avant de répondre de l'invitation du Conseil, le président Stefano Gravi, la présence de l'assesseur Laveve et bien sûr, je remercie encore 20 ans après l'assesseur de l'époque, Laurent Vérin, de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié ce documentaire. En général, un réalisateur passe énormément de temps sur une œuvre, comme si c'était un bébé, véritablement. C'est un travail qui prend, c'est pas un travail, hein, ça prend toute la vie. Moi, j'ai sacrifié ma vie à ce travail, et encore maintenant. Mais en général, on ne les regarde plus. Donc, le revoir après 20 ans, parce que moi, j'ai réalisé entre 2006 et 2000, mais surtout 2006, il a été présenté en 2016, donc 20 ans sont passés. Donc, c'est assez fort. Ben, le travail, il est une immersion totale. Je ne suis pas historien. La première chose, c'est qu'on essaye de lire, de rentrer dans ce qu'est l'histoire du personnage et donc de lire tout ce qu'il y a à disposition. Là, c'est un problème parce que des lectures, des livres sur Corrado Gex, je viens de finir un travail sur Émile Chanoux. C'était plus simple, Émile Chanoux, parce qu'il y a beaucoup de livres. Donc, j'ai d'abord commencé à lire beaucoup. Sur Corrado Gex, il n'y a pas de livre. Il y a un livre qui a été fait ensuite, pour l'occasion, en 2006-2007, par Silvana Prese, mais il n'y avait pas de livre. Mais des articles de journaux. Donc, et là, je remercie la bibliothèque. Il y a Omer Boretta dans la salle, donc je remercie à son nom aussi la bibliothèque, qui m'a énormément aidé, puisque j'ai passé 2 mois à lire tous les articles de journaux. Et ensuite, me demander, mais qui avait connu? Et donc, j'ai rencontré, bon, bien sûr, Joseph César Perrin, mais une quarantaine de personnes, parce que tous ne sont pas dans le film. Et puis, j'ai parlé, on parle beaucoup avec eux, on enregistre. Hein, d'abord, les entretiens, c'est plusieurs heures, et puis on commence à écrire un scénario, un découpage séquentiel. Donc déjà, on me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc ça doit être Gex générique. Alors, je me dis, il y a 3 phases. Une première phase où on dit d'où il vient, où il est né, qui il est. C'est quelque chose d'assez basique, pas très intéressant, à mon avis. Hein, c'est ce qu'on appelle la bibliographie, un peu ennuyant, mais il faut pour poser les choses. Puis il y a l'action concrète. Et le 3e élément qui arrive et qui est aussi très intéressant, la mort, qui est particulière. Comme disait aussi la sœur, on n'a pas de preuve qu'il y ait eu... Il y a un livre, je ne veux pas le citer, parce qu'il y a une personne qui a écrit des choses qui sont, comment dire en français, ni queue ni tête, qui n'ont pas... qui sont pas très sérieuses. Voilà. Il n'empêche qu'il y a beaucoup d'éléments
qui n'expliquent pas pourquoi, à l'époque, les enquêteurs, la police et le juge d'instruction ont tout de suite fermé. Ça méritait une enquête. Maintenant, ça a été rouvert, mais après 60 ans. Voilà. Il aurait fallu approfondir. Il y a des éléments que je n'ai pas utilisés. Les personnes qui suivaient, on a su quelles étaient. Ça a été documenté parce qu'il y a les photographies. Ce sont ce qu'on appelle, et ce qui est marrant parce que l'histoire se répète, hein, les barbouzes, des agents secrets, gli agenti segreti deviati. Il y a eu, il y a 3 mois en France, en 2026, l'affaire Atanor avec l'agence maçonnique, il y a l'affaire Del Dio maintenant, enfin, il y a des fois des personnes, des agents secrets déviés. Alors, il faut reporter ça à ce qu'était l'Italie des années 60-70. Heureusement, maintenant, on est une société, notamment en Italie, apaisée, heureusement. Mais à l'époque, c'est une société extrêmement violente, fracturée entre une démocratie chrétienne et communiste, avec des services secrets qui sont déviés. Et donc, il y a ces photographies que je n'ai pas utilisées, parce que ça me portait ensuite d'en faire de la spéculation sans preuve. Mais un juge, il doit prendre ces photos et dire comment se fait-il que des gens, des services secrets, suivaient constamment Gex. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? On voit à un moment cette rupture dans le film. Aldo Moro. Il se trouve que, d'après ce que j'ai pu lire, et là aussi il n'y a qu'une partie qui a été exploitée, Gex se rapproche d'Aldo Moro. Ils deviennent extrêmement proches. N'oublions pas qu'Aldo Moro, à cette époque-là, est le président de la démocratie chrétienne. Et que la Valle d'Aosta a souvent été un laboratoire. Qui se souvient encore du McPizza? Ici. Vous vous rappelez? Il y a un McDonald's ici. Ça a été le premier à avoir le McCafé et le McPizza. Alors, le McCafé, on le trouve de partout maintenant. Le McPizza, on ne le trouve pas. Pourquoi c'était le premier? C'était un laboratoire. La Valle d'Aosta, c'est un petit territoire. Ça permet même à des grands groupes de tester. Ça marche ou ça ne marche pas. Le McCafé, ça marche. On va l'étendre dans toute l'Italie. Le McPizza, ça n'a jamais existé. Il n'y a qu'en Valle d'Aosta qu'on a pu manger la pizza au McDonald's. Ça a duré 6 mois, 1 an. Et ensuite, ça n'a pas fonctionné. On ne l'étend pas sur le territoire. Je pense que Moro voulait faire de la Valle d'Aosta un laboratoire, en cassant les équilibres entre, d'un côté, la démocratie chrétienne et de l'autre, le Parti communiste. Créer quelque chose qui se rapprochait de la social-démocratie. Bon, maintenant, c'est banal. Mais on est dans l'Italie des années 50 et des années 60. Les attentats de l'ultra-droite, les brigades rouges, on n'hésite pas à tuer pour des idées, ce qui est horrible. Mais c'est l'Italie extrêmement violente des années 60. Donc, il y a des éléments troublants. Il n'y a aucune preuve sérieuse que c'était un attentat, mais des éléments troublants. Donc c'est tout ça qu'il faut regrouper et essayer de rendre quelque chose qui soit sérieux. Et surtout, créer du rythme. Parce qu'un film marche pas tellement au niveau de la thématique. Moi, j'ai travaillé sur Gex, je ne suis pas historien, je travaille beaucoup sur l'ethnographie. Les images que vous voyez, d'ailleurs, c'est une référence indirecte à Edetio, qui est mort dans l'avion avec... C'était le meilleur ami, le plus proche ami de Gex, c'était Edetio. Edetio, qui était le premier opérateur, journaliste multimédia, opérateur journaliste, et qui allait devenir réalisateur. Les images que vous avez vues là-dedans. Ensuite, j'ai fait, moi, un documentaire, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Eddy, ce serait bien de le revoir aussi, où c'était vraiment le premier à construire en images quelque chose qui se rapprochait à un film documentaire. Ce n'est pas un hasard, c'était le meilleur ami de Tio, parce que chacun avait une vision extrêmement moderne. Il y avait une modernité, une approche de la Vallée d'Aosta où c'était lié à l'identité, lié au territoire, mais vers le peuple et au-delà. En Vallée d'Aosta et au-delà de la Vallée d'Aosta. Et voilà, j'ai un peu... Mais c'est vraiment ensuite un travail de construction dans le rythme en essayant de concentrer des thématiques qui vont crescendo, où on puisse ensuite aussi fournir une réflexion à la fin
on finit le film, je pense on arrête de voir le film. Vous l'avez vu dans de mauvaises conditions, parce qu'il y a les lumières allumées, etc. Mais je pense qu'à la fin, on se dit, tiens, je suis rentré dans l'intimité d'une personne. Un film, il faut faire très attention, ce n'est pas un livre. Hein. Il ne s'agit pas d'écrire un commentaire et de mettre des images. Au bout de 5 minutes, tout le monde s'endort. Hein. Un livre, c'est un livre. Un film, ça doit créer une réflexion, fournir une réflexion, essayer à la fin de se dire, tiens, j'ai eu une émotion, mais j'irai ce soir au lit et peut-être demain, ça m'ouvrira d'autres horizons. Voilà, c'est un travail. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an, dont 4 mois à temps plein. Et c'est sous ce travail-là de construction qui se fait au jour le jour. Et vous avez parlé du matériel que vous avez recueilli, des témoignages des gens que vous avez interviewés. Quelle impression générale se dégageait de Gex, à votre avis, et qu'est-ce qui vous a le plus marqué de tout ça? Le plus marqué, en fait, en regardant le documentaire, je m'aperçois, c'est vraiment Louis Martin, c'est ce que dit Louis Martin, c'est-à-dire toutes ces belles qualités l'ont perdu. C'est-à-dire que c'était il était trop libre pour faire de la politique. Il n'aurait jamais dû faire politique. La politique, c'est aussi la réelle politique. Tout n'est pas permis. De partout dans le monde. Lui, il a décidé de casser les codes. Il est né dans un parti avec une ligne et il a décidé de casser les codes de façon totalement autonome pour le bien, parce qu'il était visionnaire sur ce que une politique qui ne soit pas aussi dure, avec un autre visionnaire, à mon avis, qui est Aldo Moro. Une démocratie chrétienne qui était aussi pour le bien de l'humanité. Or, à l'intérieur de la démocratie chrétienne, il y avait aussi des gens qui étaient plus pour une contraposition violente, comme dans le Parti communiste. C'est souvent les extrêmes qui s'alimentent. Peut-être que le Hezbollah, il doit beaucoup au gouvernement de la droite israélienne. Et peut-être que le gouvernement de la droite israélienne doit beaucoup au Hezbollah aussi. C'est souvent les extrêmes qui s'alimentent. Et donc, ce sont des gens qui n'étaient pas des extrêmes. Gex n'était pas catholique. Et pourtant, il s'est retrouvé avec Aldo Moro, qui était profondément... il naissait profondément catholique, forcément. Il était représentant du parti des catholiques. Ils se sont retrouvés parce qu'ils avaient un intérêt commun, au-delà des logiques de parti de cette époque. Maintenant, c'est différent. Mais casser l'accord tacite, en quelque sorte, parce qu'il y avait un accord tacite entre les communistes et les démocrates chrétiens, bien sûr, les démocrates chrétiens qui étaient extrémistes et les communistes les plus durs, c'était remettre en cause les équilibres. Et là aussi, au niveau international. C'est la géopolitique. Moi, je fais, en réfléchissant dernièrement par rapport au travail que j'avais fait, je trouve que de plus en plus, il y a une similitude assez forte avec Enrico Mattei. J'entends oui. Enrico Mattei, en 1966, meurt dans les mêmes conditions. Un accident d'avion. Et bizarrement, c'était un autre point, Enrico Mattei. C'est lui qui a construit toute la politique, non seulement de Lénine, mais toute la politique des affaires étrangères aussi. Il y a pas mal de confessions aussi. Il dit, par rapport aux Américains qui interviennent et qui disent, bon, maintenant ça suffit, parce qu'il a cassé comment on les appelait, les Seven Sisters, les 7 grands plus le petit français qui contrôlait tout le pétrole. Il a commencé à créer quelque chose de nouveau. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand il meurt dans cet accident d'avion, on ne trouve aucune archive et l'enquête est tout de suite qualifiée comme accident. Or, là, il y a énormément de documents, mais beaucoup plus troublants que Gex aussi. Et ils ont eu aussi le même parcours, c'est-à-dire que Mattei a toujours été indépendant des partis, pour le bien de l'Italie et du peuple, puisqu'il a créé l'ENE, il a créé une des sociétés plus importantes,
l'ENI pour l'Italie, et à l'époque, dans les années 70, l'ENI, c'est plus de 80 sociétés. C'est plus de 80 sociétés qui font énormément de choses. Voilà. Et là, on sait assez bien, parce qu'ensuite, bon, bien sûr, sur Mattei, il y a plein de choses qui ont été faites, qu'il y a aussi la CIA dedans, enfin, il y a plein de choses, qu'il allait casser les équilibres très forts, et même au sein des partis. Voilà. Donc, il faut se rappeler de ce qu'était l'Italie, mais la société occidentale entre des années 60-70. Donc voilà, moi, ce qui me reste, c'est une liberté très forte, et une liberté, il en a payé le prix. Je pense que Gex n'aurait jamais dû faire de la politique, à mon sens. Il s'est trompé. Merci à Pia Khen pour le travail qu'il a consacré à cette figure, pour nous avoir permis de faire ce voyage même dans le temps, dans des années difficiles comme les années 60. On l'a évoqué, le livre de Corrado Gex, Sylvie Claire, Il Vilouin de Silvana Presa, co-autrice avec Jean-Patrick Perruchon. On l'a interviewé dans une vidéo, donc je demande aux techniciens de lancer cette vidéo. Con questo lavoro, che idea si è fatta della figura di Corrado Gex? Mi sono trovata di fronte ad una personalità eccezionale, con delle doti naturali, una persona tra l'altro molto amata, squisita, di grande simpatia. Peraltro una persona per certi versi fredda, capace, stratega, direi proprio, per usare una frase, una parola del Machiavelli, aveva le virtù del principe, cioè colui che usa le strategie nella buona e nella cattiva sorte, e che quindi molto pragmaticamente è riuscito ad arrivare agli obiettivi che si era posto. Sono passati 60 anni dalla morte di Gex. Secondo lei che eredità ci ha lasciato, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista umano? Dal punto di vista politico direi che ci sono stati degli strascichi relativi all'azione, alle operazioni che Gex ha fatto nell'ambito scolastico in particolare. Quindi lui ha tracciato una strada e l'ha fatto in un modo estremamente strategico, una strada importante, quella di unire due obiettivi. Uno, quello linguistico, cioè il rafforzamento del francese nella scuola elementare e anche maggiore familiarità, maggiore pratica di questa lingua, unito all'elemento pedagogico didattico. Che cosa ha significato questo? Ha significato l'apertura del mondo degli insegnanti verso l'esterno, l'utilizzo di nuove pratiche, incontri con altri insegnanti, le classi aperte, lo studio dell'ambiente, conferenze, convegni, scambi di classe con i colleghi d'Oltralpe. Tutto questo si è prolungato nel tempo, tant'è vero che poi ha investito anche altri ordini di scuole ed è arrivato addirittura poi, ma molto molto tardi ancora nelle scuole superiori. Lo posso dire per certezza perché ho insegnato anch'io. Sul piano generale, Gex ci ha lasciato sicuramente una profonda eredità, che è sostanzialmente quella di credere che nelle persone, nell'individuo, nella sua forza, nella sua capacità di far fronte alle difficoltà sta il successo del miglioramento non solo personale, ma dell'intero mondo che circonda, in questo caso, della Valle d'Aosta. Che Valle d'Aosta sognava Gex? Gex era un uomo internazionale, il suo sguardo era lontano. Lui, quando per esempio ha fatto la sua tesi in giurisprudenza e ha fatto il confronto tra le diverse autonomie, le diversi statuti, le diverse forme di federalismo, aveva anche in mente e vedeva chiaramente gli Stati Uniti d'America. Quindi un uomo tra l'altro che ha viaggiato molto e che ha sempre voluto, pensato con amore, con passione, che la Valle d'Aosta doveva essere portata al di fuori, cioè doveva entrare nell'internazionalità, doveva essere vista, doveva essere quindi elevata da un punto di vista economico e soprattutto da un punto di vista culturale, proprio perché meritava, e questo era il suo grande amore per la Valle d'Aosta che l'ha portato a questo punto, meritava appunto una promozione internazionale. La storia di Gex viene spesso ricordata per il tragico incidente in cui purtroppo è morto. Quali sono gli aspetti del suo pensiero, della sua azione che sono attuali ancora oggi nel 2026 e come si può fare affinché vengano valorizzati e non
oscurati da questa tragica vicenda. Mi viene in mente come prima cosa una problematica che oggi ha il Consiglio regionale, quello della riforma dello Statuto speciale. Jacques scrive una tesi nella quale questo problema non appare in termini polemici, chiaramente c'è un'impostazione che però permette di vedere magari delle risposte, e quindi secondo me varrebbe proprio la pena oggi di studiare quella tesi, di vedere quali sono i presupposti ai quali lui fa riferimento, per vedere se in prospettiva non vi siano dei suggerimenti. Vi sono altri aspetti che oggi, secondo me, sono vicini anche alla mentalità per esempio, il fatto della inclusività rispetto alle persone che vengono da fuori, lavorano in Valle d'Aosta. Egli non era assolutamente ostile a quelli che altri definivano stranieri, cioè lavoratori allora italiani che venivano dal Veneto e dalla Calabria. Jacques pensava all'inclusione di coloro che arrivavano in Valle d'Aosta. Essi dovevano sentirsi come i valdostani, e li incitava a occuparsi soprattutto delle cose politiche, di partecipare alle elezioni, di partecipare al miglioramento della Valle d'Aosta attraverso il loro lavoro, perché il miglioramento generale sarebbe ricaduto su di loro come sarebbe ricaduto sui valdostani. Un altro tema interessante è quello dell'imprenditorialità. Jacques, osservando i valdostani che si trovano in Francia, osserva che loro, diversamente dai loro compatrioti in Valle d'Aosta, hanno attivato delle grandi possibilità, delle grandi caratteristiche personali di imprenditorialità. Piccole aziende, atelier, e soprattutto utilizzando il mutualismo tra di loro. E dici: perché voi valdostani dell'interno non potete applicare queste cartucce che sono nel vostro DNA per migliorare la vostra posizione e per migliorare la Valle d'Aosta, anche in considerazione del fatto che siamo in un periodo di transizione, il passaggio cioè da un settore primario a quello secondario per quanto riguarda il movimento dei lavoratori. Après ce témoignage, on entre dans une dimension un peu plus personnelle avec Joseph César Perren. Vous étiez un ami proche de Jacques. 5 ans vous séparent l'un de l'autre. Comment vous êtes-vous rencontrés? J'ai eu la chance de connaître Corrado à Saint-Martin-de-Corléans, où j'habitais alors. C'était un dimanche du mois d'avril 1955. Et Corrado Jacques avait organisé une rencontre des jeunes de Saint-Martin pour créer une section à Saint-Martin-de-Corléans de la jeunesse valdôtaine, à laquelle évidemment j'ai participé et à laquelle j'ai adhéré à l'instant. Pourquoi avait-il voulu recréer la jeunesse valdôtaine, qui, comme a été dit dans le film, était née une dizaine d'années auparavant, un peu après la naissance de l'Union valdôtaine, mais pour des vicissitudes assez drôles, cette association n'avait pas eu un grand succès. Le président d'alors était M. Pierre Vietti, le bien connu Balthazar, qui, pris par d'autres engagements, n'avait peut-être pas suivi suffisamment cette institution. Mais pourquoi, pour quelles raisons avait-il voulu recréer une organisation qui puisse s'intéresser des jeunes? N'oublions pas, et cela a été vu dans le film, que Jacques avait fait partie, comme d'autres jeunes unionistes de l'époque, au cercle de culture du chanoine Bréant.
cercle qui était ouvert à tous les jeunes de bonne volonté. Bréhan ne regardait pas l'appartenance politique, le fait qu'il soit catholique ou athée. Ce qui l'intéressait, c'était de former des jeunes. Évidemment, dans son intention, il y avait aussi celle de les former au point de vue religieux. Mais surtout de former des jeunes qui puissent guider la vallée d'Aoste du futur. On venait de sortir d'une période néfaste, les 20 années du fascisme, qui avait malheureusement formé d'une façon erronée, à travers ces organisations juvéniles, les jeunes. Il fallait casser cela, et voilà pourquoi il fallait reprendre l'action culturelle du jeune homme Bréhan pour que les jeunes connaissent l'histoire de la vallée d'Aoste, pour qu'ils en connaissent la culture, pour qu'ils en connaissent les traditions, et qu'ils puissent à leur tour épandre dans la population, dans la communauté, ces idéaux. Hélas, à la mort de Bréhan, 1953, les choses ont terriblement changé. Le cercle de culture, qui prendra entre autres le nom de Cénacle, était devenu une espèce de succursale de la démocratie chrétienne. Certains membres de ce parti voulaient modifier complètement celle qui était l'attitude de Bréhan et non de former des jeunes cultivés, mais pour moi, des jeunes démocratiens. Et surtout au moment de la division 1954 entre démocratie chrétienne et Union valdôtaine, les choses sont empirées parce que plusieurs de ces jeunes ont été même chassés du Cénacle. Et voilà donc la nécessité pour Gex de reprendre l'action de Bréhan à l'intérieur du mouvement de l'Union valdôtaine, à l'intérieur des jeunes unionistes. Ce qui m'avait frappé dans cette réunion, ce sont des sujets, des arguments, des idéaux que franchement je ne connaissais pas. Gex nous avait parlé avant tout de la nécessité de parler, de défendre, de promouvoir le français, qu'il voyait non tellement comme une chose qui nous appartenait et qui était dans notre tradition, qui faisait partie de notre culture, mais comme langue qui pouvait ouvrir les Valdôtains, les jeunes Valdôtains, au monde entier. Langue qui était aussi nécessaire et utile pour le travail à l'étranger, par exemple. Il nous avait parlé aussi de fédéralisme, chose pour moi inconnue. Je fréquentais alors l'école normale. J'avais comme professeur de philosophie Aldo Wieselberghi, qui était un fédéraliste et qui avait même fait partie de la section valdôtaine, oui, de la vallée d'Aoste, du mouvement fédéraliste. Mais il ne nous avait jamais parlé ni de fédéralisme, ni de Proudhon. Et c'est cela qui m'avait énormément frappé et qui m'a poussé ensuite à m'approcher du fédéralisme, à lire les œuvres de Proudhon, à écrire même quelques petites choses à cet égard. Et un autre sujet qu'il avait traité,
c'était celui de l'Europe. Nous étions, nous jeunes, surtout, disons, Saint-Martin de Corléans, qui était un petit îlot éloigné même d'Ost. Il n'y avait même pas de bus qui nous reliait au centre. On était peut-être un peu, non, sans peut-être, beaucoup fermés. Et lui, il nous avait ouvert une large fenêtre en disant « Il faut que l'Europe abandonne que cette division des États actuels, ce nationalisme actuel, pour qu'elle devienne une fédération qui s'occupe des gros problèmes qui désormais dépassent les capacités de chaque État. » Et cela m'avait énormément surpris, surtout en cette période de guerre, de désastre. Je crois que les idées lancées alors par des jeunes comme Gex serait bien qu'elle se réalise. Il serait bien que l'Europe, abandonnant les nationalismes des États, devienne une fédération. Une Europe que, cependant, Gex le disait déjà alors, ne doit pas être celle des États, mais celle des petits peuples, où notre petite vallée d'Ost est aussi sa place. C'est ce qu'est en train de dire Mario Draghi, actuellement. Hein? Et lisez le rapport d'il y a 2 semaines de Mario Draghi, c'est ça. Et tu cites Proudhon, on pourrait citer saint Thomas d'Aquin. Un saint et de l'autre un anti-saint, et qui disent la même chose. Moro, Gex et Draghi. Maintenant. Non, le fédéralisme est le futur de l'homme. L'homme avec un grand H. Et ça, je rejoins tout à fait César et Joseph César. Et vraiment, c'est la pensée qu'avait en commun sous-tendu Gex, mais même Moro. Et je dirais, Gex allait au-delà de la pensée de Chanou, parce que Chanou, à un moment, il dit, et là, je trouve que c'est une limite, je préférerais une vallée d'Ost catholique et non valdôtaine qu'une vallée d'Ost non catholique. Je trouve un peu trop extrémiste. Ouais. On peut être catholique et on peut être non catholique, mais il faut vivre ensemble. C'est les extrémismes qui portent à les guerres. C'est l'extrémisme. Et le fédéralisme est contre les extrémismes. Excuse-moi, hein, mais c'est important. Et lors du documentaire, vous évoquez la complexité des années 60 que Corrado Gex a vécu de près à Rome, et même cet épisode troublant où vous étiez suivi en voiture. Avec le recul, comment interprétez-vous aujourd'hui ces tensions politiques? Je crois que sur cette période, il y a encore beaucoup à approfondir, à connaître, à savoir ce qui se disait dans les petits comités en secret. Et Gex, qui avait été indiqué justement du droit, comme on dit dans le film, comme de la part d'Andrione, je crois, avait vu loin. Trop loin. C'était une période de grande transformation au point de vue politique en Italie. Et justement, Moro avait changé complètement la politique italienne. Et Gex s'en était aperçu. Le fait de la création à Rome
du centre-gauche avec l'entrée du Parti socialiste dans le gouvernement avec la démocratie chrétienne avait certainement alerté Corrado Gex, qui avait compris immédiatement que ce qui s'était passé à Rome se serait passé assez tôt aussi à Asti. Et je crois que dans ces projets, il y avait deux volets qu'il fallait sauvegarder. D'un côté, l'issue, le futur de l'Union valdôtaine. Union valdôtaine qui, en 1954, s'était présentée avec sa liste toute seule et qui avait obtenu 15 135 voix, 29% des votants, mais qui avait, par l'effet de la loi majoritaire, obtenu qu'un seul conseiller, Madame Perruchon, la veuve du martyr Chanou. C'est ce qui avait poussé à un changement à l'intérieur de Valdôtaine et à accepter en 1958 la présentation de Caveri et de Chabot avec l'appui du Parti communiste et du Parti socialiste pour le Parlement et le Sénat de Rome. Et en 1959, l'alliance avec les socialistes et le Parti communiste. Et l'Union valdôtaine, à l'intérieur de cette liste, avait obtenu, il y avait encore le système majoritaire, 16 élus. La majorité des 25 qui composaient la majorité. L'opposition avait 10 conseillers. Mais en 1963, avec le système proportionnel, la liste de l'Union valdôtaine avait eu un gros échec. L'Union valdôtaine n'avait eu alors que 7 élus et cela évidemment préoccupait Corrado, qui tenait beaucoup à ce mouvement parce qu'il était convaincu que l'Union valdôtaine puisse adresser la vallée d'Aoste vers un futur meilleur, non seulement au point de vue économique, mais au point de vue culturel et au point de vue du maintien de la personnalité ethnique de cette vallée. Tout en sachant que pour Gex, la question d'être valdôtain n'était pas une question de naissance, mais une question de croyance intérieure. C'est-à-dire tous ceux qui avaient intérêt à l'autonomie valdôtaine, qui avaient l'intérêt à sauvegarder certains aspects de la vallée d'Aoste, étaient évidemment de bons valdôtains, comme ceux qui pouvaient avoir des générations d'ancêtres nés en vallée d'Aoste. Eh bien, lui avait compris que bientôt un revirement serait fait aussi chez nous. Et en effet, au mois de janvier 1963, le Parti socialiste a abandonné la majorité, ce qui a mis en crise et qui a provoqué le fameux fil di ferro et toutes ses conséquences. Mais justement, dans ce sens, il y avait ce deuxième volet auquel Corrado, je crois, pensait, celui de la communauté valdôtaine. Gex avait compris que dans notre isolement politique, nous pouvions combattre, nous pouvions faire de grandes batailles idéales, mais que cela aurait très peu eu de profit pour la communauté. Que pour obtenir, il fallait justement avoir des rapports avec les gouvernements italiens,
Et justement, Aldo Moro avait, au moins lors de son troisième mandat, donné des assurances. Il y avait plusieurs problèmes qu'il fallait résoudre. Le premier, le plus récent, était celui du problème des eaux, pour lesquels les Valdôtains s'étaient battus au moins à partir des années 20 du siècle dernier. Et que la constitution de l'Enel et le passage des eaux à la propriété publique italienne nous avait volé. Et il fallait essayer de redevenir maître de cette grande richesse qui contribue aussi aujourd'hui au bien-être de la vallée d'Aosta. Il y avait le problème des cadres régionaux. Gex avait voulu concevoir un passage du corps enseignant de l'État à la région, ce qui lui avait valu une énorme opposition de la part d'une grande partie, hélas, des instituteurs et des professeurs valdôtains. Il y avait un autre gros problème, celui de rompre la politique des robinets, c'est-à-dire celle qu'on nommait la politique des robinets, c'est-à-dire si le gouvernement de la région m'est convenable, j'ouvre les bourses et je donne plus d'argent. S'il ne me convient pas, je ferme le robinet et je donnerai beaucoup moins d'argent. Gex avait commencé à se battre pour, au contraire, obtenir une répartition financière qui assure à la région, au-delà de la couleur de n'importe quel gouvernement romain, une assurance au point de vue des entrées régionales. Et c'est certainement pour ces raisons, en comprenant que pour obtenir, il fallait peut-être avoir de bons rapports avec Rome, qu'il a poussé à voter en faveur du troisième gouvernement Moro, ce que d'ailleurs avait déjà fait quelques jours auparavant le sénateur Renato Chabot au Sénat. Cela, évidemment, lui a causé des trajets énormes sur sa tête. Et probablement, Gex se trouvait dans un grand état de malaise. Parce que d'un côté, il sentait qu'il allait, d'une certaine façon, trahir l'électorat qu'il avait élu. Mais l'amour pour la vallée d'Aoste, la nécessité de contribuer à la croissance de la vallée d'Aoste, à lui donner les possibilités de cette croissance, l'avait fait décider à faire ce choix. Pour conclure, une anecdote, un souvenir particulier qui vous lie à Gex? Je dois avouer que l'anecdote la plus frappante est celle qui me tourne toujours dans la tête, aussi parce que continue à être un mystère, est celui qui a été raconté dans le film, et donc il ne vaut pas la peine de le raconter. Probablement, un prochain avenir va nous dire la vérité. La vérité est peut-être non celle racontée, disons, pensée par exemple par l'ami Andrione, mais évidemment celle d'un complot auquel, par exemple, duquel l'abbé Nouche était parfaitement convaincu.
je pourrais raconter peut-être l'unique dissension que j'avais avec Corrado. Dans le film, l'inspecteur Moussanet dit que Corrado avait conçu l'idée de regrouper les élèves de l'école primaire. Il y avait alors encore plusieurs petites écoles dans des villages. Il s'agissait surtout d'écoles subsidiées où c'était en général les instituteurs, ou mieux les institutrices à peine diplômées qui étaient destinées, parce que c'était la majorité des écoles gérées par les communes, subsidiées par les communes, et donc qui n'entraient pas dans le classement des écoles qui deviendront régionales. Lui disait il faut les regrouper parce qu'il s'agissait de classes parfois de 2, 3, 4 élèves. Et disait il faut que ces élèves, qui sont maintenant isolés dans leur village, puissent rencontrer d'autres copains, entrer dans un milieu plus vaste, plus diversifié. Et je crois qu'au point de vue pédagogique, il avait parfaitement raison. Au moins, mais je n'étais pas d'accord avec lui parce que je disais c'est quand même un appauvrissement des villages. Le fait d'enlever l'unique particularité qui résistait, parce que beaucoup de ces villages avaient perdu leurs petits magasins. N'oublions pas qu'à ce moment-là, plusieurs villages n'étaient même pas reliés par une route. Il n'y avait que des sentiers muletiers, et donc parfaitement isolés. Et donc, si on enlevait l'unique chose qui pouvait encore les caractériser, je crois que au moins, je ne pensais que ce n'était pas un bien. Une dernière chose personnelle. Andrione a dit qu'il avait été invité à se rendre au Castellet. Moi aussi, je l'avais été. Lors de cette dernière assemblée générale à laquelle Gex a participé, à la fin de l'assemblée, à la sortie, il m'avait demandé si je voulais aller avec lui au Castellet. Et je lui avais répondu que oui, d'autant plus que cela aurait été mon baptême de vol, parce que je n'avais je n'étais jamais monté sur un avion. Et ensuite, cependant, nous attendions alors notre deuxième enfant, qui est là. Et ma femme n'était pas trop bien. Et alors j'ai renoncé, j'ai dit que je renonçais au vol. Autrement, j'aurais été parmi les 7 ou la 8e. Je ne sais pas si l'avion était complet ou s'il y avait une autre place. Et je dois avouer que, contrairement à ce que c'est le père qui donne la vie aux enfants, ici c'est mon enfant qui m'a sauvé la vie. Merci à Joseph César Perrin même pour cette anecdote très forte à la fin. Et je demande au public s'il y a des questions, si quelqu'un veut intervenir. On a déjà parlé beaucoup. S'il n'y a pas de questions et des interventions, je dirais que nous sommes à la fin de cette soirée.
Je remercie nos invités pour avoir partagé avec nous leurs souvenirs, leur travail. Et je remercie vous tous pour avoir pris part à ce moment, je dirais, de mémoire collective. La mémoire de Corrado Gex ne nous appartient pas individuellement, elle se construit ensemble avec ces soirées, avec les témoignages, avec les souvenirs, avec les travaux et en ce que nous retenons et nous transmettons. Donc merci pour avoir contribué ce soir à faire de cette mémoire une réalité vivante et partagée. Bonne soirée à vous tous.